Quand arrive l'heure du déjeuner, à Paris comme dans tous les bureaux de France, la même question se pose. Alban, il est 13h, tu veux qu'on commande à déjeuner? Yes. T'as une idée de ce que tu veux? Italien ou japonais? Oh, un petit sauté de viande. Toi, tu prends sauté de viande? Ok, moi je vais faire hyper simple, pâtes aussi. Oui, Vic, c'est Cindy, je suis avec Alban, on est en train de commander à déjeuner. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelque chose? Il y a 40 ans, on consacrait 1h30 à la pause déjeuner. Aujourd'hui, moins d'une demi-heure. Alors plus question de perdre du temps pour Cindy et ses collègues. Là, ça va mettre à peu près 45 minutes. C'est hyper pratique, c'est vraiment ce côté, je perds pas de temps, j'ai beaucoup de choix, je suis sur mon ordi, aujourd'hui on est connecté en permanence. Donc voilà, ça fait partie de notre matinée finalement d'aller passer notre commande pour déjeuner. Certaines préfèrent les plats italiens, d'autres la nourriture asiatique. Le choix est difficile car tout est disponible en livraison dans leur quartier. Un nouveau mode de vie pour les 150 personnes de cette société qui se font quasiment tous livrer leur repas directement sur leur lieu de travail. Bonne madame. Merci monsieur. Bon appétit, bonne journée. Merci vous aussi, Merci. au revoir. À table les filles. Super. Pas besoin de sortir des bureaux. À 2 pas de leur poste de travail, leur employeur leur a prévu un petit espace pour déjeuner. C'est lui aussi qui prend en charge les frais de livraison. Au final, le plat livré au bureau coûte en moyenne 10 € à Cindy et ses copines. C'est un budget classique, moyen, pour un repas le midi au boulot. On a gagné du temps, donc en effet, le temps, on le paye sur les frais de livraison. Mais au final, voilà, ça nous permet de bien nous organiser. Au bureau ou à la maison, se faire livrer un petit plat ou un encas est aujourd'hui devenu banal pour des millions de Français débordés. Pizza, sushi, mais pas seulement. Aujourd'hui, on peut aussi se faire livrer un hamburger, un petit plat bien de chez nous, ou même un menu concocté par un grand chef. Sur 2 ou 4 roues, les livreurs doivent toujours être plus rapides. Une grande chaîne étudie même la possibilité de livrer des pizzas en drone. Quelles sont les recettes des pros de la livraison? Qui sont les nouveaux champions des repas à domicile ou au bureau? Qui paient les pots cassés du toujours plus vite, toujours moins cher? Neuf Français sur 10 se sont déjà fait livrer à manger chez eux. Aujourd'hui, ce service intéresse de plus en plus les familles. C'est le cas de François-Marie, un Parisien de 40 ans et un papa débordé. Non. Oui, mais tu m'écoutes, là, je suis en train de te parler. D'accord, Alexandre, tu descends, pas debout, pas debout. Directeur d'une petite chaîne d'hôtels, François-Marie doit s'occuper seul des enfants ce soir. Cela lui arrive régulièrement, car sa femme, consultante dans un cabinet de conseil, rentre très souvent tard du bureau. Alexandre, tu descends droit. Normalement, un petit dessin animé. Un épisode et ensuite on dînera. Dans ces cas-là, François-Marie a sa recette pour avoir le calme. Les tortues ninja. Et pour le dîner, il a une botte secrète. Et ce soir, ce sont les plats des petites casseroles. Une société qui livre à domicile des plats préparés et frais. 2 fois par semaine, il se fait livrer des plats de cuisine familiale qu'il suffit de faire réchauffer. On avait, mais il n'en reste plus beaucoup, hein, ça part vite, le velouté de lentilles corail citronné. Au menu ce soir, cordon bleu de poulet et tomates à la provençale. Des petits plats faits comme à la maison, qui livrés, lui reviennent à 9 € par personne. Si on va au restaurant, c'est beaucoup plus cher. Maintenant, en effet, on peut toujours trouver moins cher sur des plats de grande surface ou des plats surgelés. Ce ne sera pas du tout la même qualité de produit, ce ne sera pas la même fraîcheur. C'est pas trop compliqué, c'est même très simple et c'est bon. C'est de qualité, c'est très bon. Il a beau avoir peu de temps pour s'occuper du dîner, hors de question pour François-Marie de servir à ses enfants des pizzas ou des burgers. Il tient à des menus équilibrés. Qui m'ont l'air délicieux, un peu chaud, attention, chaud devant, comme on dit en cuisine. Ils sont bien meilleurs qu'à la cantine, vous allez m'en dire de nouvelles. Voilà, je vous souhaite bon appétit. Bon appétit, maman. Tant bien que mal, c'est comme cela que François-Marie assure le rituel du dîner de famille.
Derrière ces barquettes qui séduisent les parents surmenés, la trouvaille d'une cadre sup, reconvertie dans la restauration à domicile. Tout se passe à Montrouge, en banlieue parisienne, dans cette ancienne boutique transformée en cuisine professionnelle. Aujourd'hui, c'est le coup de feu. Un chef et 2 cuisinières s'activent toute la journée derrière les fourneaux. C'est lundi et ils ont 250 plats à préparer pour les clients de la semaine. Alors il y a une moussaka, un hook de volaille, une soupe de carottes, une soupe de roquettes et puis un lapin, cuisse de lapin. Chaque semaine à la carte, il y a une quinzaine de recettes. Une fois au chef, il m'a dit que ça servait à rien. En coulisses, la chef d'orchestre, c'est Christelle. Les petites casseroles, bonjour. Directrice de la communication dans une agence de publicité pendant 22 ans, elle n'a jamais eu le temps de cuisiner le soir pour sa famille. À l'arrivée de son 3e enfant, elle a décidé de tout plaquer pour monter sa petite entreprise. Ça s'est imposé tout seul, effectivement, un soir où j'étais en train de préparer une blanquette. Mais de me dire, bah voilà, clairement, ma voisine, elle qui est en train d'allumer sa cuisine à 20h, elle va pas manger de blanquette ce soir. Donc je pourrais peut-être lui en apporter, mais je pourrais peut-être aussi lui en vendre. Voilà. Cannelloni au pesto, soupe de roquette, wok de volaille au cèpe, bœuf à la coriandre et légumes sautés. C'est Christelle qui imagine les recettes. Son créneau, un mélange de plats raffinés et de recettes de grand-mère. Au tout début, j'avais une cliente qui m'envoyait chaque semaine des mails en disant « Oh, c'est comme si ma mère était venue sans la présence de ma mère. » Ici, pas question de livrer à la minute. Les clients doivent passer commande sur Internet quelques jours à l'avance et ne sont livrés que 2 fois par semaine. Nous, on fait pas SOS blanquette 30 minutes, c'est pas notre truc à nous. Nous, on fait des plats qui se mijotent, on fait des plats qui se préparent longtemps à l'avance, on s'approvisionne en produits frais. Donc on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, sortir tous les ingrédients du congélateur et vous les mettre sur la table. Christelle mise sur le bouche à oreille pour faire parler d'elle et donc sur la qualité de chacune de ses préparations. Dans le nappage des cannellos, il faudra bien saler parce que la farce n'est pas salée du tout. Moi, je suis pas cuisinière, mais j'ai des idées très arrêtées sur ce que j'ai envie de manger aussi. Donc je fais comme si c'était pour moi. La livraison de plats cuisinés, c'est aussi des contraintes bien particulières. Pas question de se mélanger les pinceaux lorsque l'on prépare les commandes des différents clients. Un gratin pour 2, Oui. un chili pour 2, Oui. cannelloni pour 4, 2 petits pots de crème et une soupe italienne. C'est fastidieux, mais en même temps, ça demande à être extrêmement minutieux pour pas mettre la commande de Madame X à Monsieur Y et faire en sorte que chacun ait bien ce qu'il a demandé. Et en plus, c'est un travail qu'on doit faire en temps limité, puisque les plats ne doivent pas rester hors du froid plus d'un certain nombre de minutes. Donc c'est vraiment chronométré. C'est plus cool que d'être directrice de la com. De temps en temps, enfin tout dépend de l'heure, hein, mais de temps en temps je me dis tiens mais qu'est-ce que j'ai fait exactement comme orientation de carrière. Non mais c'est monter sa boîte à soi avec son projet à soi, gérer comme on le souhaite, mettre la qualité où on veut, ça n'a pas de prix. La seule chose que Christelle ne fait pas elle-même, c'est la livraison. Conditionnés dans ces boîtes isothermes, ces petits plats vont être acheminés par camion dès le lendemain matin par une société de transport. Christelle a déjà 450 clients autour de Paris. Elle envisage d'ouvrir une antenne à Londres ou à Bruxelles. Se faire livrer à manger est entré dans les mœurs de toutes les grandes villes de France. Loin des centres urbains, ce n'est pas encore le cas, mais la nouvelle tendance suscite des vocations. Nous sommes à Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. Émilie a 32 ans. Elle a monté sa propre entreprise de restauration livrée. Aujourd'hui, elle fait le tour des commerçants du centre-ville. Bonjour. Je peux vous laisser un prospectus. Je fais de la livraison de formules déjeuner sur lieu de travail. Ça s'appelle Livre à vous. Vous commandez et je vous livre. Tout est fait, tout est à base de produits frais, du fait maison. Sandwich, bagels, wrap, salade. C'est vrai que c'est pratique. Oui. On n'a pas ça encore à Saint-Raphaël. C'est parfait, bon à savoir. L'initiative surprend.
Car à Saint-Raphaël, à midi, la plupart des commerçants ont l'habitude de rentrer chez eux pour prendre leur repas. C'est pas parce que tu apportes un prospectus et que tu dis que tu fais la qualité ou que tu fais ou que c'est du fait maison que les gens se disent ah ouais, la qualité elle est là dans le prospectus et le fait maison il y est. Donc bien sûr, il faut qu'ils passent le cap de m'appeler et de me commander au moins une fois. Voilà, c'est ça le plus dur. Émilie n'a pas de formation de cuisinière. Jusque-là, elle travaillait comme comptable dans une entreprise de la région. C'est son compagnon, originaire de Paris, qui lui a soufflé l'idée de monter un service de livraison de repas. Elle a installé son entreprise au domicile de ses parents. Salut. Oh, Gigi, t'es là? Ça va, Mémé? Ça va, ma puce? Bah oui. Mireille, sa mère, est retraitée. Comme tous les jours dès 9 h du matin, elle est en tenue. À l'arrière de la maison, elle a transformé le garage en cuisine pour sa fille. Allez, go. Pour aider Émilie, sa maman est même retournée sur les bancs de l'école. J'ai passé mon CAP l'année dernière de boulangerie. Je fais toute la pâtisserie. Et puis, quand elle a un gros coup de bourre, je suis là. J'aime bien cuisiner, j'adore ça. Et puis, mais mon vrai métier, c'est comptable. Aujourd'hui, je pourrais pas embaucher. À savoir qu'en plus, ma mère, elle m'aide à titre gratuit, forcément. Et heureusement que je l'ai, tout simplement. Avant de se lancer, Émilie a passé une formation obligatoire de 2 jours pour se familiariser avec les règles d'hygiène. Elle a aussi emprunté 9 000 € pour équiper sa cuisine. Sandwich, bagel et salade, la jeune femme se cantonne à des recettes très simples. Tout est frais. Le pain, on l'a récupéré ce matin, c'est un maître boulanger qui le fait. Je me demande comment les gens peuvent mettre des jambons transparents où on voit à travers. Voilà. Avec une boisson et un dessert, elle vend ses formules déjeuner livrées en moyenne 8 €. C'est sûr, je fais pas une marge de folie. Parce que vu que c'est que du frais, mais je préfère privilégier le côté je vais garder mon client que de cartonner, me faire des marges de fou et perdre tous mes clients. Voilà, parce qu'il y a des gens, ils font ça direct, mais ils font ça aussi sec. La plupart des commandes sont passées la veille par mail ou sur Facebook. Mais Émilie n'a pas le choix. Si elle veut élargir sa clientèle, elle doit aussi prendre les appels de dernière minute. Livre à vous, bonjour. Des 3 sandwichs italiens au jambon cru. Oui. Et une bouteille d'eau. Ok, c'est à quel endroit? Entre midi et quart, midi et demi, c'est bon? Ils sont... C'est la course contre la montre tout le temps. Tout le temps parce que moi je peux pas me permettre de les livrer à 14 h s'ils ont une pause entre midi et midi et demi. Voilà. Donc c'est ça qui me met la pression. Ce matin, Émilie a 25 commandes à honorer. Elle n'a pas de livreur, c'est elle qui assure la tournée avec sa petite voiture grise, pas vraiment adaptée aux caisses de transport isotherme. Il faut que je l'emboîte, mais je vais avancer mon siège. Ça coûte cher, un véhicule frigorifique. Donc j'ai pas la trésor nécessaire pour pouvoir acheter un véhicule. Voilà. Les clients d'Émilie sont répartis sur plusieurs communes dans un rayon de 30 km. Elle n'a pas une minute à perdre. Putain. Bon laissez-moi passer. Je suis en plein milieu. Hop là. Donc là, on arrive à mon premier client. Émilie livre dans une zone industrielle, dans un atelier de ferronnerie. L'entreprise n'a pas de cantine et il n'y a aucun restaurant à proximité. La patronne commande pour elle et ses ouvriers. Ce qui est extraordinaire, c'est le timing. Ah bon? Ah ouais, c'est super. Comme ils ont des horaires un peu stricts, on va dire, parce qu'ils commencent très tôt le matin et ils vont super fin à midi. Et en général, elles nous livrent vraiment dans les temps. Ok. Merci Sabine. Bon appétit, au revoir. Être à l'heure, c'est la clé du succès d'un service de livraison. C'est le plus compliqué pour Émilie. J'essaye de dire, voilà, je serai là vers midi et quart, mais après, la circulation, je la gère pas. Je peux gérer beaucoup de choses, mais ça, non, je peux pas le gérer.
Oh non. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, le train, j'ai pas envie de perdre 2, 3, 4 minutes avec le train. Donc je vais passer ailleurs. Cela fait 1 an qu'Émilie s'est lancée dans la livraison. La jeune femme connaît tous les itinéraires bis de la région. J'essaye de prendre des raccourcis, de passer par derrière. 2 minutes, c'est 2 minutes. Si j'économise 2 minutes à chaque livraison, ben voilà, des fois c'est 20 minutes de gagner. Voilà. Et c'est ici que je livre. Elle termine le plus souvent sa tournée dans la boutique de cette peintre. Une cliente fidèle et patiente. C'était la dernière, je t'avais prévenu que je te livrerai en dernier, donc j'ai fini toute ma tournée d'aujourd'hui. Là, elle arrive, voilà, c'est tout prêt, là je suis en train de peindre, je m'arrête pas, je vais déjeuner frais. Il est 13h30 quand sa tournée s'achève. Cela fait 5 heures qu'elle n'a pas eu une seconde de répit. Je suis contente à partir du moment où j'ai fait plaisir, j'ai réussi mon challenge, j'ai livré en temps et en heure. Tout le monde est content et c'est bon. Pour l'instant, Émilie ne se verse pas de salaire. Elle espère atteindre le seuil des 35 livraisons par jour d'ici la fin de l'année pour être enfin rentable. Il y a un produit qui écrase le marché de la livraison. C'est la pizza. Elle représente 60% des ventes de repas à domicile. Pizza Hut, Domino's Pizza, Speed Rabbit, la boîte à pizza. Ces 4 chaînes possèdent à elles seules plus de 500 magasins en France. Pour survivre sur ce marché ultra compétitif, leurs pizzas doivent être toujours moins chères et livrées toujours plus vite. Numéro 1 en France avec 16 millions de pizzas vendues, la chaîne américaine Domino's Pizza a tout standardisé, tout chronométré. Une vraie machine de guerre. Tout commence ici, dans cette usine près de Nantes. Nous sommes dans une des 2 bases de la marque en France. Elle ravitaille une centaine de magasins franchisés dans l'ouest et le sud du pays. Sébastien est le directeur des lieux. Il gère ses énormes stocks d'approvisionnement. Dans ses rayons, il y a un peu de tout, des denrées alimentaires, mais pas seulement. Voilà, donc ça, par exemple, ça c'est les caissons mobilettes. C'est ce qu'on vend pour équiper les scooters en magasin. Là, ici, vous avez le coulis de tomates. Là, vous avez les piments verts, vous avez les serviettes, les tenues, les casques de scooter, les sauces curry, les sauces ciboulettes, les ananas pour la Wayenne, par exemple. Du fromage au casque de scooter, les magasins Domino's ont l'obligation de tout acheter ici, auprès de la maison mère. Et aujourd'hui, ce que l'on veut vraiment faire, c'est que le consommateur qui achète une pizza dans le nord de la France ou dans le sud de la France puisse avoir la même pizza et la même qualité de pâte. Pour éviter que la pâte diffère d'un magasin à l'autre, tout est produit à l'usine. Ces petites boules sont fabriquées à la chaîne 12 heures par jour. Chacune est calibrée pour les formats standards des pizzas Domino's. La grosse particularité pour la pâte Domino's, c'est qu'on vend une pâte fraîche au magasin. À la différence de la plupart de nos confrères qui sont des pâtes surgelées, on est les seuls à pouvoir vendre de la pâte fraîche à tous nos magasins. C'est-à-dire que cette pâte-là est produite aujourd'hui, elle sera en magasin demain et utilisable pendant les 5 jours qui viennent. Même composition, même grammage, chaque jour la pâte est strictement identique. Oui, il y a une recherche pour réduire au maximum le temps de production. Tout est hyper standardisé. C'est exactement le même process pour avoir exactement le même produit à travers la France. Domino's produit plus de 50 000 boules de pâte quotidiennement pour ses magasins. Chaque jour, à 6 heures du matin, boules de pâte, concentrées de tomates et crème fraîche, sont chargées dans des semi-remorques. Direction, les boutiques Domino's. Nous sommes à la pizzeria de Vigneux-sur-Seine, en région parisienne. Les boules de pâte de l'usine ont été livrées la veille. Ce soir, c'est soirée foot avec l'équipe de France sur la pelouse. Une grosse soirée pour les pizzerias. Leur chiffre d'affaires peut progresser de 30 à 100% lors de matchs décisifs. Claude, le patron, est sur tous les fronts. C'est noté, madame, ce sera livré dans 30 minutes maximum. Qui part en livraison, c'est Abraham? Ok, c'est parti, Abraham. À chaque grand match, Claude mobilise tout son personnel pour la soirée.
Lorsqu'il nous appelle, le client, il nous appelle au moment où il a faim. Il n'anticipe pas sa faim, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir faim dans 30 minutes. J'ai faim tout de suite, donc lorsqu'on lui annonce 30 minutes, c'est le délai maximal, c'est déjà pour lui beaucoup. Donc c'est-à-dire que si on pouvait le livrer dans les 10 minutes, il serait même très ravi. Tout est fait pour gagner du temps. Quand une commande arrive au standard, elle apparaît immédiatement en vert sur cet écran, au-dessus de la table de préparation. Le but du jeu pour le pizzaiolo, c'est de la réaliser au plus vite, pour qu'elle ne passe jamais dans le rouge. Et la cannibale. C'est parti, on extrait le pâton. Nous allons former les bords. Une fois que le tour de la pâte est fait, dans ces cas-là, on va stretcher, donc on va étirer notre pâton. Claude nous donne un cours de pizza express. C'est quoi cette machine? Alors ça s'appelle un auto-cheeser, c'est-à-dire qu'elle met la quantité exacte de mozzarella et surtout bien répartie. Tout est calibré, surtout pour la mozzarella, parce que la mozzarella étant l'ingrédient qui coûte le plus cher et c'est lequel qui est utilisé sur toutes nos pizzas. Il faut faire vite, mais bien. Taille, répartition des produits, couleur de la croûte, les règles sont affichées au mur. Donc la saumetta, oignon, pommes de terre, saumon fumé. Vous voyez, même quand elle n'est pas encore dans le four, elle est déjà très belle. Entrée de four, 2 minutes. On doit faire nos pizzas en 2 minutes maximum pour garantir un délai de livraison chez le client dans les 30 minutes. Tout le processus de fabrication est bâti autour du chronomètre. La cuisson au four, c'est 6 minutes, pas une seconde de plus. Quand arrive la mi-temps du match, le standard explose. B309, c'est ça. D'accord, oui. Sur les écrans, les commandes passent dans le rouge. En fait, on vient d'avoir une commande, plusieurs commandes en même temps, ce qui fait que là, il faut produire des pizzas tout de suite très rapidement. Donc c'est pour ça que là, Wally rejoint l'équipe, telle sorte à augmenter le nombre de personnes dans cet endroit-là en production pour accélérer la cadence. Ok, c'est parti. Quand les écrans sont rouges, tous les employés, même les livreurs, sont appelés en cuisine. Ça veut dire qu'on est déjà en retard et donc il faut aller 2 fois plus vite que si on était dans le vert. Et c'est-à-dire que le rouge, plus il y a de rouge, plus la commande va être dans le rouge et plus les clients ils vont être mécontents. En fait, quand c'est rouge, c'est pas bon. Dans toute l'équipe, ça va se ressentir. En moins d'1 heure, l'équipe sort près de 100 pizzas. Sarah, Wally, Chebli et Abraham partent en livraison. Ils ont en moyenne 8 minutes pour sonner à la porte du client. C'est important de bien regarder sa route avant de partir. Oui, pour ne pas être perdu. Ça arrive d'être perdu? Oui, ça peut arriver. Quand il faut aller vite, le risque c'est l'accident. Alors la marque impose à ses livreurs des règles de sécurité draconiennes. À chaque départ, il y a un petit rituel. Départ en 12, boisson, PPE. Prudence. Merci. Toute l'équipe en cuisine souhaite prudence aux livreurs sur la route. Ils doivent faire au minimum 4 livraisons par heure, 10 dans la soirée. Alors sur la route, certains oublient qu'il est interdit d'utiliser son portable comme GPS en conduisant. Donc ça vous fait 33,99 en carte bleue? Oui, c'est ça. C'est important d'être livré à l'heure. Bah oui, parce que quand on rentre du travail, on a faim. On est patient, mais c'est vrai que... Pas trop, quoi. Pas trop, voilà. Ça va aller? Oui, super, merci. Ok. Je vous souhaite bon appétit, Merci. bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Il y a des livreurs de pizza filles. Oui, c'est rare, tout le monde nous le dit. Ah, c'est une fille, première fois. Souvent, c'est la première fois. Mais oui, on a le permis, on sait conduire un scooter. Et on sait livrer, être accueillant. Passer sa soirée en 2 roues par tous les temps n'est pas toujours facile. La société a donc inventé une petite astuce. De retour en magasin, pour motiver les troupes, pour les livreurs les plus rapides, il y a la cloche. 11 minutes, si on fait moins de 15 minutes en fait. Ouais, c'est écrit là en fait. Le temps que j'ai mis, l'aller et le retour. Et le client, il a livrer en combien de temps? Je pense en 25 minutes. Ouais. Ça va. Oui, ça va. La toute dernière trouvaille de Domino's n'est pas encore en service. Pour l'instant, ce n'est qu'une expérimentation. Un drone livreur de pizza. Véritable projet technologique ou coup de pub, pas facile de trancher.
Face à cette débauche de moyens, les petits pizzaiolos de quartier, les pionniers de la livraison à domicile, ont du mal à tenir le choc. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, à 2 pas d'un magasin Domino's Pizza. Dans sa boutique, Mohamed, 49 ans, fait de la pizza traditionnelle à emporter ou en livraison. De la pâte fraîche, comme chez Domino's. Alors Mohamed, elle a quoi de particulier votre pizza? Notre pizza, elle a quoi de particulier? Regardez le pétrin qui est juste à côté. Nous, on fait de la pâte fraîche. On est obligé de faire la pâte, de la pétrir, de la laisser se reposer 24 heures pour pouvoir la travailler. C'est difficile, c'est fatigant, mais on est satisfait de notre travail. Hein, elle est pas belle celle-là, regardez. Pas la classe, ça. Les pizzas ont beau être appétissantes, elles sont toujours plus chères que celles des grandes chaînes. Les clients ne se bousculent pas et le patron est obligé de travailler en sous-effectif. Actuellement, notre chiffre d'affaires ne nous permet pas de recruter. Donc on préfère travailler, faire plus d'heures ou plus de travail que de recruter, parce qu'on ne peut pas se permettre. Ça s'appelle une pizzeria de pauvres. Mohamed prépare les pizzas, répond au téléphone. Tradition, bonsoir. Les livraisons représentent la moitié de son chiffre d'affaires. Quand il y a une commande à livrer, c'est encore lui qui fait le boulot. D'habitude, c'est des petits jeunes, les livreurs. Oui, d'habitude. Et maintenant, c'est les vieux. Eh oui, pour joindre les deux bouts. Les week-ends, Mohamed livre une bonne dizaine de pizzas par soirée. Même seul, il faut faire aussi bien que la concurrence. Il garantit la livraison en moins de 30 minutes. Bonsoir, monsieur Lambier. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ouais, merci. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de santé. Merci. Et voilà. Face à ses clients, Mohamed préfère rester discret sur ses multiples casquettes. Allez, au revoir, bonne soirée, bon appétit. Les clients, je ne leur dis pas que je suis le patron, parce que peut-être, ça dépend comment les gens vont voir la chose. Il y a des gens qui peuvent voir ça en positif, il y a d'autres en négatif, ils disent que c'est une maison qui ne tourne pas bien, donc je ne leur dis pas. Je fais le livreur, je livre mes pizzas et c'est tout. Ça vous embête d'être livreur? Non, ça ne m'embête pas, mais ça me fatigue. Ouais. Voilà. Mohamed ne peut pas se permettre de débourser 1 500 € par mois pour un livreur. Mais pas question pour lui d'embaucher au noir, même si cela coûterait moins cher. La pratique est pourtant courante. J'ai beaucoup de livreurs qui viennent me voir, me demander d'être embauché sans être, c'est-à-dire sans être déclaré, voilà. Rémunéré mais sans être déclaré. Et là, je ne ferai pas ça parce que c'est hors de question. S'il y a un accident, si le livreur peut avoir un accident, si le livreur, je ne sais pas, moi, il peut glisser, il peut tomber en moto, comment on va faire? Le mec, il n'est pas déclaré. Certains patrons sont moins scrupuleux que Mohamed et s'offrent les services de livreurs non déclarés. Hassan et Mehdi ont 27 et 31 ans. Ils vivent en banlieue parisienne. Sans qualification, ils enchaînent les boulots de livreurs de pizza depuis une dizaine d'années. Ils ont travaillé pour de grandes chaînes, souvent déclarées mais pas toujours. En ce moment, tous deux travaillent au noir pour une pizzeria de quartier. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver du boulot. Donc aujourd'hui, on se rabat sur les pizzerias et la plupart, ils recrutent tous au noir. Donc nous, on est obligé aujourd'hui d'accepter ce qu'il y a pour subvenir à nos besoins, pour payer notre loyer, pour acheter ce qu'il nous faut. Actuellement, ils travaillent 6 jours sur 7 à plein temps pour moins de 1 000 € par mois. On est payé à la soirée ou à la journée. Souvent, c'est après le service. Une fois qu'on a fini le boulot, c'est à la main. C'est à la main, c'est 40 €, 45 €. Ça peut arriver à 50 € quand on a fait une bonne journée. Si j'arrête dans 6 mois ou dans 1 an, j'aurai plus rien. J'aurai plus rien. Je pourrais pas déclarer à Pôle emploi. J'aurais pas de certificat de travail avec quoi je pourrais bénéficier du chômage ou quoi que ce soit. Pas d'indemnité chômage, pas de cotisation retraite, mais surtout pas de couverture en cas d'accident. Et à voir l'état des scooters devant certains magasins de livraison, les accrochages sont fréquents. Notre vie, elle est un petit peu en danger tous les jours parce qu'on conduit un 2 roues, donc c'est compliqué.
Des fois les motos elles sont pas en bon état, des fois on brûle les feux rouges. C'est connu, hein, on est obligé de travailler comme ça. On a le patron derrière, c'est allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. La sécurité des livreurs on s'en fout un peu quoi. Chaque jour quand je vais travailler dans cette pizzeria, j'ai une boule au ventre. J'ai une boule au ventre parce que je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi. Je me dis qu'est-ce que je fais ici. Et vous avez réclamé d'être déclaré? Oui, on a réclamé tout le temps. Moi je réclame tout le temps d'être déclaré parce que c'est ma vie qui est en danger. Bon, tout le temps je demande de déclarer et on retrouve j'ai rien. À chaque fois c'est repoussé, on verra le mois prochain avec le comptable, on verra avec le comptable. Ouais, toujours. On verra avec le comptable. Toujours ça. On verra au mois de septembre. Plusieurs fois, j'ai entendu dire le patron en disant le jour où je déclare tout le monde, je ferme la boutique. Enfin, je pense pas qu'il voudrait un jour nous déclarer. Pour lui, pour le moment tout va bien, donc les caisses se remplissent, donc on n'y croit plus. Un employeur qui recourt au travail dissimulé risque 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Mais selon Hassan et Mehdi, en 10 ans d'expérience, jamais aucune des pizzerias pour lesquelles ils ont travaillé illégalement n'a été inquiétée. Pour comprendre comment ces établissements ont pu passer à travers les mailles du filet, nous sommes allés à l'URSSAF questionner Jean-Marie Guérat, un des responsables de la lutte contre le travail au noir. En matière de lutte contre le travail dissimulé, on peut considérer qu'on a entre 150 et 200 inspecteurs tous les jours sur le terrain qui œuvrent effectivement à identifier, à faire émerger des situations de fraude. Avec 200 inspecteurs, on ne couvre pas toutes les situations. On ne couvre pas en permanence tous les territoires. Mais vous arrivez à contrôler toutes les entreprises, petites ou grosses, de livraison de pizza à domicile, par exemple? Non. Très concrètement, on ne peut pas contrôler toutes les entreprises de livraison de pizza à domicile. Il n'existe aucun chiffre sur le recours au travail illégal dans ce secteur. Le danger est pourtant bien réel pour les livreurs, mais aussi pour les patrons. Tout le monde prend des risques, hein. C'est-à-dire que le salarié, parce qu'effectivement, lui, l'accident, c'est tous les jours, il est potentiel, il est là. L'entreprise, je maintiens que l'entreprise, ça peut lui coûter extrêmement cher. Enfin, on a vu des petites boîtes qui ont purement et simplement fermé, enfin qui ont disparu parce que de toute façon, en accident, les avaient purement et simplement coulés. Quand on met tous les frais médicaux à leur charge, c'est des sommes considérables. Pour Jean-Marie Guérat, bien difficile de réguler la livraison à domicile. Les livreurs employés précaires viennent rarement se plaindre auprès de lui de leurs conditions de travail. Dans un univers qui n'a pas toujours bonne réputation, certains ont choisi de redorer le blason de la livraison de repas. Aujourd'hui, le luxe s'attaque à ce marché. Sa cible, le repas de midi sur le lieu de travail. Montmartre, il est 13h. Ce coursier livre le déjeuner dans une agence de publicité. Bonjour. Plateau repas d'affiche. Oui, je vous en prie, entrez. Merci. Le patron, Christophe, n'a pas commandé de pizza ou de sushi. Il a préféré des plateaux repas pour une réunion avec ses collaborateurs. Il débourse 100 € pour 4 personnes. Ça reste cher, mais par rapport au temps d'aller dans un restaurant, les prestations d'un restaurant, on arrive à s'y retrouver, sans problème. Surtout qu'aujourd'hui, il faut être réactif et rentable dans tout ce qu'on peut faire. Avec le plateau repas, le déjeuner d'affaires qui s'éternise au restaurant a du plomb dans l'aile. On a un menu de restaurant sans aller au restaurant. Donc tout en continuant à travailler, c'est vrai que ça c'est formidable. Quand on est sur des dossiers compliqués, il est important justement et utile d'avoir ce genre de plateau repas où au lieu de manger une soupe rapidement ou un snack pas forcément très agréable, c'est beaucoup plus qualitatif de manger ça et continuer à travailler en même temps. Fini le plateau style cantine. Aujourd'hui, les clients demandent des repas équilibrés, voire haut de gamme. Foie gras sur le dossier, ça va pas le faire. Ces plateaux repas livrés au bureau séduisent de plus en plus. Le chiffre d'affaires dans ce secteur a plus que doublé ces 5 dernières années. Il dépasse les 90 millions d'euros. La marque historique, c'est l'Affiche. Nous sommes dans son usine de production à Gennevilliers, près de Paris. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bienvenue au pays de la production. Là, il faut y aller.
120 personnes travaillent dans ce laboratoire de 5000 mètres carrés. Ils produisent près de 2000 plateaux repas par jour. Le directeur de cette cuisine géante, c'est Stéphane Chichery. Je t'ai pas vu, toi. Bonjour, chef. Ça va? Ouais, ça va. T'attaques tout de suite, là? Ouais. Vas-y, chef d'orchestre, quoi. Il faut juste faire que tout se passe bien au bon moment. De temps en temps, ménager un peu les coups de gueule, la fatigue, l'énervement. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Stéphane a travaillé 25 ans chez les plus prestigieux traiteurs de France avant de se convertir à la cuisine semi-industrielle. Sous sa houlette, les plateaux repas de la marque sont montés en gamme. Tout est frais et fait maison, même les sauces. Des boulangers s'activent 24 heures sur 24 pour faire du pain frais. Pour les desserts, pas question de proposer un simple yaourt. Au menu ce jour-là, macarons à la framboise et à la crème de verveine. Pour les plats principaux, en revanche, le chef cultive des classiques. Les clients commandent souvent la même chose, poulet ou saumon. Combien t'en snack aujourd'hui, là? Combien, poulet? 400. 400. Donc aujourd'hui, 400 poulets en snackage. Et saumon derrière, combien? Saumon derrière, 400 aussi. 400 aussi. Donc ça, c'est les chiffres de base. Donc avant d'avoir nos commandes définitives, on sait d'ores et déjà qu'on vendra minimum 400 plateaux poulet, 400 plateaux saumon. Chaque semaine, près d'1 tonne de poulet est cuisiné ici. Les morceaux sont dorés sur la plancha pour leur donner une jolie couleur. Ensuite, ils passent 24 heures à cuire dans des fours à basse température. C'est le seul moyen pour qu'ils restent tendres une fois refroidis. Car c'est la particularité du plateau repas, il se consomme généralement froid. Il faut penser que très souvent, on va manger un plateau repas dans une salle de réunion, on va faire une pause de 30 minutes, on va rester sur le lieu. Si vous mangez quelque chose de chaud, vous avez une odeur, vous avez un poisson, ça sent le poisson. Et c'est vrai que par rapport à ça, se remettre à travailler après dans une salle où une odeur de cuisine, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Par rapport à un restaurant traditionnel, Stéphane a une autre contrainte. Ses plats vont voyager et être parfois malmenés. Pour ses desserts glacés par exemple, le chef doit penser stabilité. Il n'est pas question de travailler sur une boule. On peut faire une demi-boule qui va être très stable, une boule complète qu'on va pouvoir, dans un restaurant, apporter avec juste un tout petit socle de quelques centimètres en dessous. Nous, c'est pas possible. Il faut qu'on ait une stabilité par rapport au transport. Il y a aussi la manipulation par le client sur place qu'on ne maîtrise pas, qui va reprendre le sac, qui va le déplacer pour l'emmener à la salle de réunion ou là où il en a besoin. Ou si ça arrive à l'envers, il va nous dire il y a un problème, quoi, ça n'a pas été étudié suffisamment. Pour le transport, les plats sont conditionnés dans des boîtes transparentes. Quel que soit le menu, elles ont toujours la même taille. À Stéphane de se débrouiller pour que tout rentre. Je ne peux pas décider du jour au lendemain, dans ma boîte plateau repas, de mettre une barquette plus grande, parce qu'à un moment, il faudrait que je supprime quelque chose dedans et ça ne va pas le faire. Donc on est obligé de rester sur des standards. Ça, c'est vrai que par rapport à ça, c'est une contrainte que l'on a. C'est une gymnastique intéressante, mais ça reste une contrainte. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ces plateaux repas sont vendus de 25 à 45 € livrés. À ce prix-là, la présentation du plateau doit être impeccable. De vrais verres, des couverts en inox, de jolis sets de table. L'emballage coûte aussi cher que ce qu'il y a dans l'assiette. En termes de coût, si on part sur un joli plateau avec un beau morceau de poulet, comme on a vu, joli dessert, garniture, fromage, la valeur d'achat des matières premières qui sont consommées vont être quasiment similaires avec la valeur de packaging. On est quand même sur une gamme de plateaux où on est au-dessus de la moyenne en termes de prix. On doit être en prestation au-dessus de la moyenne aussi. Pour cela, il faut aussi régulièrement renouveler la carte. Ce jour-là, sous l'œil vigilant du chef Stéphane Chichery, ses assistants proposent de nouveaux plats pour la carte printemps-été. Pour ce genre de décision, ce n'est pas Stéphane qui a le dernier mot, mais Céline, la responsable commerciale. Donc Céline, ça c'est un millefeuille de rillettes de saumon avec algues wakame et gingembre confit, du feuilleté. En tout cas, c'est très beau. T'as bien fait de pas déjeuner avant? Oui.
Après, tu as la douceur du persil, tu as l'acidité du gingembre, la douceur du potiron, c'est pas mal. Avec, c'est bien ça. Ouais, c'est délicieux ça. C'est vrai que j'aurais pas parié là, sur le fond comme ça, mais en même temps, je trouve que l'association est bonne. Les chefs se sont donné du mal pour réaliser des préparations très sophistiquées. Mais Céline doit les brider, car en été, ce sont les plats les plus simples qui se vendent le mieux. Pour la collection été, ça va être plus vraiment travailler sur des fruits frais. Ils aiment bien pour les desserts un peu plus light parce que c'est bientôt l'heure du maillot de bain. Non, et puis c'est souvent aussi des hommes qui font beaucoup de réunions, donc ils ont aussi envie de manger équilibré. On aurait tendance des fois nous à peut-être faire trop de choses à base de purée ou trop de choses crémeuses ou trop de choses. Donc elle va nous dire attention, pas trop de ça, pas trop de ça, voilà. Quand elle dit j'ai pas trop envie, je pense pas que ça va plaire à mes clients. On sait qu'il faut pas qu'on continue là-dessus. Pour deviner les envies de ses clients et de ses clientes, Céline a des informatrices de choix, les assistantes de direction au sein des entreprises. Maryse est arrivée. Aujourd'hui, elle reçoit Maryse, l'assistante d'un des grands patrons d'EDF. Tu vas bien, Maryse? Ça va et toi? Oui. Ça me fait plaisir de te revoir. Écoute. Son chef est un grand consommateur de plateaux repas. Il en commande une 50aine chaque semaine pour ses réunions et déjeuners de travail. Ils ne peuvent pas aller au restaurant, ça met trop longtemps. Ils ont des timings très serrés. Donc on est obligé de prendre des plateaux repas. Céline est aux petits soins avec Maryse, car c'est elle qui passe la commande des plateaux repas, jamais son patron. Vous savez, une assistante de vous à moi, je ne dis pas qu'elle est la chef, mais enfin, elle a quand même quelques petites responsabilités, et notamment celle de bien servir son directeur et les collaborateurs qu'il reçoit. Alors tu sais qu'on va bientôt sortir la nouvelle collection, printemps-été. Moi, ce que je te préconiserais, si je puis me permettre, c'est d'aller aussi vers des plateaux un peu italiens. D'accord. Ça prend vraiment très bien. Et en termes de sandwich, tu as des demandes ou pas du tout? C'est assez rare. Parce que, bon, tu sais, moi je suis à l'état-major et donc... ouais, eux, c'est vraiment plus des plateaux élégants. Sandwich en principe. Ouais. Je garde les remarques pour la prochaine collection. D'accord. Voilà, il faut séduire d'abord l'assistante et il ne faut pas être trop spécifique dans les parfums parce que sinon elle va avoir peur de commander ce plateau-là en pensant que peut-être ça va pas plaire ou que c'est trop spécifique. Donc il faut être un peu original, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. C'est un peu la difficulté en fait pour les chefs, pour nos chefs, pour travailler sur le plateau repas. Inventer une nouvelle carte tous les 6 mois est plus difficile qu'il n'y paraît. Certaines entreprises ont choisi de s'épargner cette tâche pour se concentrer sur l'essentiel, la livraison. À Paris, dans une petite rue le long des Champs-Élysées, un monsieur est un peu agacé. Il faut leur dire d'être plus ponctuel. 18h30, c'est 18h30, pas 18h32. Benjamin a 26 ans. C'est le patron de Resto In, une nouvelle entreprise de livraison de repas. Il emploie plus de 450 livreurs. Ça va? Comment tu vas? Comme tous les jours, il passe en revue une partie de ses troupes avant le début du service. Ils ont un look très particulier qui dénote dans le monde de la livraison. La tenue Resto In, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Veste, cravate, chemise, et voilà, élégant quoi. Vous n'avez pas un look de livreur de pizza? Non, voilà, rien à voir. On est plus classe. Vous allez tous venir ici? Venez avec moi, on va regarder un petit peu les tenues. Tout le monde est là? C'est bon? Ok, tout le monde a son top case. Il manque rien sur les top cases, il manque pas les plaques Resto In. C'est bon? Si Benjamin est aussi regardant avec ses livreurs, c'est que tout le concept de son entreprise repose sur eux. Nous, on ne fait pas juste de la livraison, on fait vraiment du groom. Nos livreurs, quand ils arrivent en entreprise, ce sont des livreurs Resto In. On les reconnaît, ils sont reconnaissables. Et je pense que c'est très important et les clients sont sensibles. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une chemise et une cravate. Mais ça fait la différence. L'idée de Resto In, c'est en effet d'avoir tout investi dans le service de livraison et pas un centime dans les cuisines. Dans les locaux de la société, pas de four, pas de frigo, pas de fourneau. Juste des jeunes gens derrière leurs ordinateurs. Ici, on ne cuisine rien et les pizzas sont virtuelles. Je suis en train de faire toutes les pizzas. Il faut se dépêcher parce qu'on doit les mettre en ligne au plus vite. On leur a annoncé qu'on mettait ça en ligne, je crois, la semaine dernière, donc il faut aller au plus tôt là. À la carte sur Internet,
il y a un peu de tout. Des burgers, des pizzas, mais aussi des plateaux de fruits de mer, des entrecôtes ou même du caviar. Le tout livré en moins de 45 minutes. En fait, Resto In se contente de faire l'intermédiaire entre des restaurateurs classiques et des clients qui n'ont pas envie de sortir. Les restaurants avec lesquels on travaille ne sont pas adaptés au départ à la livraison, n'ont pas eux-mêmes organisé un système de livraison. Et donc nous, ces restaurants-là, on va les voir et on leur dit, on va vous apporter 5, 10, 15, 20 couverts de plus tous les soirs, mais en dehors de vos restaurants. La start-up n'a qu'une dizaine de salariés, des graphistes, des commerciaux. Les livreurs, eux, sont tous des indépendants. Ils sont rémunérés à la course et leur scooter leur appartient. Gaïan, 23 ans, est étudiant. Pour arrondir ses fins de mois, 5 soirs par semaine, il loue ses services à Resto In. Son job commence sur le trottoir. Là, je n'ai pas encore de commande, j'attends ma première commande. Je reste dans le secteur où il y a le plus de commandes, le plus de travail. Comme ça, je suis directement prêt à partir où il faut. Équipé de son smartphone, il attend qu'un client passe commande sur le site. Resto In lui envoie alors un SMS. Il lui indique l'adresse d'un restaurant et celle du client à livrer. T'as combien de temps, par exemple, pour effectuer cette commande? J'ai jusqu'à 20h15 et là, il est 19h25. Donc, ça me laisse en gros 45 minutes pour récupérer la commande et la livrer chez le client. Pendant que Gaïan roule, le restaurateur prépare les plats. 0,70. Quand il arrive, la commande est prête et emballée. Il n'a plus qu'à livrer chez le client. Oui, bonsoir, ça c'est le livreur Resto In. C'était pour vous informer que la commande est arrivée à l'accueil. Au revoir. En livrant une dizaine de repas, Gaïan gagne en moyenne 60 € par soirée. Donc là, dès que j'ai actualisé que j'avais livré ma première commande, là je vois ma deuxième commande, l'adresse du restaurant. Bon, on est parti. 600 restaurateurs sont référencés chez Resto In. À Paris, Gaïan et ses collègues livrent plus de 1500 repas chaque soir. La plupart des clients sont des salariés qui travaillent tard au bureau. Et vous commandez souvent alors, comme ça? Tous les soirs. Ah ouais? Oui, c'est moi. Mais vous êtes chez vous ou vous êtes sur votre lieu de travail là? Si on a du travail, on dîne ici et sinon on rentre chez nous. Mais c'est vrai qu'on est assez habitué à commander. La plupart de l'entreprise le fait, effectivement. Le client paie son repas livré quasiment au même prix qu'il le paierait au restaurant. Ce sont les restaurateurs qui financent la majeure partie de la livraison. Ils réduisent leur marge, mais ils vendent plus. Ça constitue quand même entre 30 et 60% de nos ventes le soir. Donc c'est relatif, c'est considérable. On organise notre équipe en conséquence et on a embauché une personne supplémentaire pour pouvoir débiter et satisfaire le client sur place et en porte. La recette fonctionne et Resto In se diversifie. En marge des repas, Gaïan livre depuis peu des fleurs et des pâtisseries. Il peut même aller faire vos courses. En livraison aujourd'hui, on trouve de tout, à toute heure. Nous sommes à Lille. Pierre et ses amis se sont retrouvés après le travail pour prendre un verre. C'est vendredi soir. L'apéro se prolonge autour d'une partie de cartes. Mais il y a un souci. Ils n'ont presque plus rien à boire. Il est quasiment 22 h et tout est fermé autour de chez Pierre. Dans ces cas-là, il y a une solution. Un service de livraison de boissons à domicile. Vous m'entendez ou pas? Alors ce serait pour commander une bouteille de whisky. À l'autre bout du fil, il y a Bertrand, 33 ans. Il a créé et développé Alerte Apéro à Paris et dans tout le nord de la France. Ce soir, il passe sa soirée au Standard dans l'appartement de son associé. Alerte Apéro, bonsoir. Pour se faire livrer à boire, les clients sont encore plus impatients que pour la pizza. Par contre, la livraison va être rapide. Comptez une trentaine de minutes et puis le livreur sera là. Vous faites comme les pizzas, c'est livraison en 30 minutes. Livraison en 30 minutes, ouais. Bah, c'est ce que les clients recherchent. Avant le prix, les clients vont rechercher la rapidité de livraison, ça c'est clair. Bonne fin de journée, de soirée, pardon. Au revoir. Ça sonne comme ça jusqu'à quelle heure? 5 h. Alerte Apéro, bonsoir. Ce
Sur le terrain en voiture, c'est Renaud qui assure tous les soirs les livraisons sur l'île et sa grande banlieue. Ça marche, à toutes. C'est lui qui vient sonner à la porte de Pierre et ses amis. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Et toi? Bah ouais, nickel, putain. Donc, je te remercie. Coca, petit biscuit, la formule habituelle. Tout pile, c'est parfait. Il vend les bouteilles 2 fois plus cher qu'il ne les achète en grande surface. Il y a tout ce qu'il faut. Super. Bonne soirée, ciao. à bientôt. Salut. Cela fait seulement 1 an que Renaud est dans le métier. Il parcourt l'île toute la nuit. Le week-end, il livre une quarantaine de commandes dans la soirée. Parfois, les demandes des clients sont un peu étonnantes. Les gens pensent vraiment qu'on est une épicerie complète, donc on a des demandes pour des... Alors c'est toujours dans l'urgence, pareil, du lait infantile, des couches, des choses comme ça. Après, il y a le côté aussi, alors ceux qui n'ont rien compris, c'est qu'ils pensent qu'on est des dealers, donc ils nous demandent de la drogue aussi, ça c'est déjà arrivé. Donc bon, non, nous c'est légal, on vend des bouteilles d'alcool, des bouteilles de soft, des petites choses à grignoter pour l'apéro, mais on en reste là, voilà. Renaud a obtenu une licence 4 pour délivrer de l'alcool fort. Comme un bar, il a l'interdiction de délivrer de l'alcool à des mineurs ou de vendre ses bouteilles dans la rue. Le client doit être à son domicile ou chez des amis. Alors, hop là, s'il vous plaît. Heureusement que c'était pas au 3e. Hein. Ouais. De jus de pomme. Il y en a qui veulent raconter leur vie, il y en a qui, en ayant déjà un petit coup dans le nez léger, voilà, commencent à divaguer sur des sujets et tout. Donc c'est vrai que nous, c'est le côté difficile, on essaye de faire des petits pas en arrière, en disant moi je dois y aller, je suis désolé et tout. Non, mais en général ça se passe très très bien, voilà. Les gens nous accueillent vraiment bien. À 2 h du matin, les bars du centre de l'île ferment. Pour Renaud, c'est le début du coup de feu. S'il te plaît, bon bah ouais, je serais bien resté, mais là ouais. À bientôt, salut Arnaud. Ouais, c'est super speed. Ouais, bah parce que c'est l'heure d'affluence. Là, il y a 3 commandes en cours qui se rapprochent de l'île, mais on va commencer à être vraiment léger sur les délais, quoi. Il n'arrêtera pas jusqu'à 5 h du matin. Depuis la création de ce service à Lille, 16 nouvelles franchises ont ouvert en France.